Aujourd'hui, on va parler d'un des instruments les plus controversés dans le monde des obligations, les obligations subordonnées. Que cache ce nom un peu barbare? Et pourquoi même les investisseurs chevronnés les regardent-ils avec méfiance? Pourquoi les banques émettent-elles ce type de titres? Et comment peut-on en tirer un profit ou tout perdre? Reste jusqu'à la fin pour comprendre comment éviter le piège des rendements élevés et protéger ton argent quand tu investis dans les obligations subordonnées. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Les obligations subordonnées, c'est un peu comme une partie de roulette dans un casino obligataire. La mise est élevée, les gains potentiels sont attirants, mais la perte peut être totale. En langage financier, subordonné signifie placer en dernier. Et ce n'est pas qu'une jolie image. C'est une vraie question de priorité de remboursement. Si l'entreprise qui a émis l'obligation fait faillite, les détenteurs de ces titres passent en dernier pour récupérer leur mise. Après eux, il n'y a plus que les actionnaires. Tous les autres, les détenteurs d'obligations classiques, le fisc, même les employés, seront payés avant. D'un point de vue juridique, une obligation subordonnée est une dette qui se situe en bas de la hiérarchie des engagements de l'entreprise. En cas de faillite, on commence par rembourser les dettes garanties, puis les non garanties, ensuite les obligations prioritaires et enfin les subordonnées. Et s'il reste quelque chose après tout ça, les détenteurs de ces titres pourront peut-être en récupérer une petite partie. Sinon, le risque était connu dès le départ. Rejoins notre chaîne Telegram pour ne pas rater les nouvelles vidéos et les articles. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Mais alors, si c'est si risqué, pourquoi certaines personnes achètent-elles quand même ces titres? C'est simple, pour le rendement. Les obligations subordonnées offrent souvent plusieurs points de plus que les obligations classiques du même émetteur. Parfois, la différence peut aller jusqu'à 3 points, voire plus. Et s'il s'agit d'euro-obligations, le rendement peut carrément être bien supérieur à celui des produits traditionnels en dollars ou en euros. Les investisseurs reçoivent en quelque sorte une prime pour accepter un risque supplémentaire. Parfois, le rendement d'une obligation subordonnée semble carrément fou, 10, 12 ou 15% par an, alors que les obligations classiques de la même banque rapportent à peine 5%. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu pourrais croire que tu as découvert une perle rare, un actif que le marché a sous-évalué. Mais en réalité, le marché a tout compris. Il évalue les risques, pas les promesses. Dans le monde de l'investissement, un rendement élevé est presque toujours la contrepartie d'un risque élevé. Ce n'est pas un cadeau de l'émetteur. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre point essentiel. Avec ce genre d'obligation, il est souvent impossible de demander un remboursement anticipé. L'investisseur ne peut pas récupérer son argent à sa guise. L'émetteur, lui, peut le faire. Et parfois, il rachète l'obligation avant la date prévue, à un prix inférieur à sa valeur sur le marché. Et il arrive aussi qu'une banque ou une entreprise cesse tout simplement de verser les intérêts. Ce n'est pas considéré comme un défaut de paiement. C'est légal. C'est dans le contrat. Ce mécanisme offre de la souplesse à l'émetteur, mais prive l'investisseur de sécurité. À l'échelle internationale, certaines règles sont encore plus strictes. Par exemple, selon les normes de Bâle III, un émetteur peut annuler une obligation subordonnée si le niveau de capital tombe en dessous d'un seuil critique. Et cela peut arriver même sans faillite. La banque continue de fonctionner, mais elle se débarrasse de sa dette. Et l'investisseur se retrouve avec rien du tout. Ce n'est pas une théorie, c'est déjà arrivé dans la vraie vie. Mais alors, pourquoi ces titres existent-ils? Parce que les banques en ont besoin. Ce sont elles qui émettent la majorité des obligations subordonnées. Quand elles doivent augmenter leur capital rapidement, surtout le capital de second niveau, elles émettent ce genre de titres. D'après les règles internationales, comme celle de Bâle III, ces obligations peuvent être comptabilisées comme du capital. Pour une banque, c'est une véritable bouée de sauvetage, surtout si elle ne peut plus émettre d'actions classiques ou qu'elle est déjà trop endettée pour lancer des obligations standards. Plutôt que d'augmenter leur capital en émettant de nouvelles actions,
ce qui dilue la part des actionnaires, les banques choisissent de lancer des obligations subordonnées. C'est plus simple, plus rapide, moins contraignant en termes de contrôle. Et si tout se passe bien, elles n'ont pas à partager leurs bénéfices avec de nouveaux actionnaires. Aux yeux des régulateurs, ces titres renforcent la stabilité de la banque. Aux yeux des investisseurs, ce sont des actifs risqués, mais à fort rendement. Nous venons de publier un nouvel article sur notre site. Tu y trouveras aussi des contenus gratuits sur les actions, les obligations et les ETF, que tu sois débutant ou expérimenté. N'hésite pas à y jeter un œil et à enregistrer le site dans tes favoris. Les obligations subordonnées ont souvent des durées très longues. Ce n'est pas un hasard. En général, la durée minimale est de 5 ans. Mais beaucoup de ces titres durent 10, 20 ans, voire sans limite. Cela veut dire que le capital peut ne jamais être remboursé. Les intérêts, eux, sont versés. Mais le montant principal? Seulement si l'émetteur le décide. Ces obligations ressemblent parfois à des actions préférentielles à revenu fixe. Elles ne donnent pas de droit de vote, mais garantissent des paiements réguliers. Tant que l'émetteur tient bon. Pour l'émetteur, c'est une aubaine, de l'argent à très long terme, voire perpétuel, peu d'obligations, et la possibilité de supprimer la dette en cas de problème. Pour l'investisseur, c'est une source de stress permanente. Il doit surveiller les notations, les ratios de solvabilité, l'humeur des régulateurs, les nouvelles internes de l'entreprise. Tout ça pour quelques pourcents de rendement en plus. On pourrait croire que seuls les parieurs se risquent sur ce type d'obligations. Et pourtant, non. Même les plus grands fonds d'investissement en achètent, surtout celles émises par les grandes banques systémiques. Pourquoi? Parce que le rendement est élevé et que l'émetteur paraît solide. Quand on parle des plus grandes banques du système, le risque de faillite semble quasi inexistant. Et une différence d'1 ou 2 points de rendement sur un fonds d'1 milliard d'euros, ça représente des millions de profits. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Tu peux aussi nous soutenir sur notre plateforme de membres. Le lien est en description ou dans le commentaire épinglé.